m'appelle Khalifal, c'est un peu plus long, c'est Cheikh Ahmed Khalifal. Je suis sociologue, je suis à la SAED où je suis le directeur du développement et de l'appui aux collectivités territoriales. Je suis également membre du comité de pilotage de la plateforme où je représente la SAED. Donc, dans un premier temps, nous allons donc écouter Chérif Bodian, qui va nous entraîner un peu des plateformes locales. Donc, il a beaucoup été question ce matin des plateformes locales. Beaucoup de questions ont été posées. Et on a bien noté aussi les réactions des responsables des plateformes. C'est justement le moment d'en parler. Donc, il va aller un peu plus en profondeur sur un rappel des différentes plateformes qui existent et des projets de plateformes qui sont en cours. Je pense qu'on en a parlé ce matin, des comités de pilotage, des comités d'initiative. Je pense que certains d'entre eux sont invités aujourd'hui. Les enjeux un peu que ces plateformes essaient de prendre en charge. Les typologies un peu des ancrages institutionnels et des compositions de ces plateformes. Cheikh Omar l'a dit ce matin, pour certaines plateformes, en tout cas l'option a toujours été de mettre en avant la souplesse dans les choix en termes d'organisation, en termes de pilotage de ces plateformes-là. Présenter aussi les mécanismes de durabilité de ces plateformes. Et enfin, pour rester un peu sur la thématique globale un peu de l'atelier, en quoi ces plateformes contribuent un peu aux enjeux et aux défis de souveraineté alimentaire. Chérif, pour 10 minutes, hein? Bon, 10 à 12 quoi. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un plaisir d'être le premier à territorialiser un peu les échanges, à aller au niveau local. Sauf que peut-être que je vais ñaan suñu mbokk caméraman yi voilà vraiment bëgg nañ trop li ngeen def mais soxla nañ tamit tuuti am visibilité ci tableau bi voilà ça peut aller. Alors cette première présentation est axée un peu sur la territorialisation de la dynamique de dialogue multi-acteurs sur la gouvernance du foncier et des ressources naturelles. C'est vraiment comment est-ce que ce cadre qui nous réunit ce matin est démultiplié au niveau local. Et comment est-ce qu'il fonctionne, où est-ce qu'il est implanté. Et donc, la présentation, donc, elle va être axée sur quelques points. Slide, s'il vous plaît. Alors, la présentation est axée sur quelques points. Donc, le premier point, c'est sur une petite introduction. Le second point, c'est sur les principes de base quand même qui fondent une plateforme locale. Et ensuite, une cartographie des plateformes locales, où sont implantées ces plateformes locales. Et ensuite, on revient un peu sur la structuration des différentes plateformes locales, mais aussi les enjeux prioritaires identifiés en lien avec la souveraineté alimentaire, mais également sur quelques mécanismes d'autonomie et de durabilité. Et en conclusion, quelques défis et recommandations sur le fonctionnement de ces plateformes. Donc, en guise d'introduction, c'est vraiment au-delà des recommandations de fond des directives volontaires sur la nécessité d'avoir effectivement ces cadres de dialogue. Il y a un besoin d'avoir des espaces d'échange et la création de ces cadres a été progressive. Dans un premier temps, en fait, c'est souvent des actions des activités de renforcement de capacité, de dialogue et d'échange sur l'opérationnalisation des DIVI au niveau local, qui facilite en tout cas qui facilite l'impulsion et la création de ces cadres. Alors ces actions ont inspiré certains acteurs au niveau local qui ont conduit à transférer ce modèle que nous avons au niveau national au niveau local dans les communes ou des régions. Et donc, la plateforme a mandaté l'IPAR en tant que secrétariat d'accompagner ce processus, d'accompagner donc cet engagement des acteurs au niveau local pour l'implantation de ces différents espaces de dialogue sur la gouvernance du foncier. Next. Alors, quelques principes de base qui sous-tendent quand même ces espaces, ces cadres au niveau local. Le premier principe, c'est l'indépendance de ces plateformes locales. Donc, ces plateformes locales, quand même, elles, malgré que ce sont des répondants du niveau national, mais elles restent indépendantes autant en termes de fonctionnement et qu'en termes de structuration. Le deuxième principe de base, c'est la liberté d'option de l'échelle géographique du cadre. Donc, chaque cadre est libre de choisir l'échelle géographique de son cadre. Le troisième principe, c'est sur l'obligation de la dimension multi-acteur du cadre. Il faut que le cadre vraiment reflète
ce caractère multi-acteur, cette représentation multi-acteur des cadres pour ne pas rester mono-acteur. Le quatrième principe, c'est la spécificité des axes d'intervention. Chaque cadre a ses axes d'intervention spécifiques à sa zone d'intervention, mais aussi un principe, c'est l'objectif commun d'être un espace de dialogue pour des consensus communs sur la gouvernance du foncier et des ressources naturelles. Ça, quand même, c'est un principe qu'on partage, mais aussi la nécessité d'une structuration pour chaque cadre. Malgré c'est des cadres qui sont pas forcément régis par une réglementation, mais quand même, il y a une nécessité d'avoir une structuration, mais il n'y a pas de modèle de structuration imposé aux plateformes. Donc, chaque plateforme a la liberté de spécifier son modèle de structuration et d'organisation. Next. Alors, cette carte vous donne une représentation géographique de l'implantation actuelle de ces différents cadres. Alors, vous avez un point vert, les zones dans lesquelles ces cadres sont aujourd'hui effectifs et qui sont fonctionnels. Donc, on a une plateforme départementale à Podor, on a une plateforme régionale à Matam, on a une plateforme régionale à Kaolack qui est récente, Kaolack et Kaffrine dans le bassin Archi, donc on a deux plateformes régionales. On a une autre plateforme régionale à Ziguinchor et à Sédhiou, une plateforme régionale également. Alors, dans la région de Kolda, on a une plateforme départementale à Médina Yoro Foulah et d'autres plateformes sont en cours, notamment à Kolda, une plateforme départementale au sein du département de Kolda même, et ensuite une autre plateforme départementale à Vélingara qui est en cours. Dans la zone des Niayes, à Mewan aussi, on a une plateforme arrondissementale cette fois qui est en cours, le processus est enclenché. Et à Dagana aussi, on a une plateforme départementale dont le processus est enclenché qui est en cours. Next. Alors, en termes de structuration, chaque plateforme, comme je disais tout à l'heure, a sa structuration propre à elle. On retient simplement que, par exemple, pour la région de Matam, l'intervention est axée sur la problématique d'exploitation minière de façon globale, mais en termes de structuration, donc l'AG est présidé par le gouverneur. Ensuite, il y a une coordination technique qui est tournante entre les différents conseils départementaux avec l'appui technique de l'ARD. Le secrétariat technique est assuré par l'ARD et un comité de pilotage avec une présidence annuellement tournante. En tout cas, ça, c'est ce que Matam a opté. Sauf qu'en fait, à ce stade, il faut signaler, parmi les plateformes jusqu'ici, comme un des acteurs de Matam a dit, c'est l'une des plateformes pour l'instant qui le fonctionnement est un peu au ralenti. Alors, la deuxième plateforme, en tout cas la première plateforme régionale, c'est la plateforme de Ziguinchor, qui, elle, est centrée sur la gestion des vallées et des ressources forestières. Les vallées, par rapport à la salinisation aussi, qui commence à être assez progressive dans cette région. Et donc, cette plateforme a tenu, la plateforme régionale de Ziguinchor a tenu son AG de restructuration au mois d'août dernier. Et cette AG a été introduite par une auto-évaluation des acteurs eux-mêmes, des activités qui ont été réalisées par le premier bureau, la première coordination qui a assuré en tout cas le fonctionnement pendant 2 ans, ce qui a permis quand même de reconnaître les manquements, mais aussi de voir comment recorriger le fonctionnement de cette plateforme régionale. Et cette plateforme, elle fonctionne sur la base d'une coordination. Donc la coordination est assurée par la direction régionale, DRDR qui assure la coordination, la vice-présidence par le CRCR, c'est les organisations paysannes qui assurent la vice-présidente, et le secrétariat technique est assuré par l'ARD, et le comité technique et politique est porté par l'entente interdépartementale, une entente qui existe en Casamance depuis un certain temps, qui a quand même un ancrage endogène. Et juste rappeler à ce titre que cette plateforme a reconduit comme président d'honneur notre doyen Abdou Aziz Badji, qui a quand même été le porte-drapeau de cette plateforme de Ziguinchor. Et ensuite, la troisième plateforme régionale, qui est aussi récente, c'est la plateforme de Sédhiou, pour aussi laquelle la structuration est un peu différente. Ici, la présidence est assurée par les organisations paysannes. Donc c'est le CRCR qui assure la présidence. La vice-présidence par les collectivités territoriales
et la collectivité de Sédhiou, le conseil départemental de Sédhiou assure ce portage de la vice-présidente, et le secrétariat par une ONG, c'est Enfants CP qui assure le secrétariat par rapport à son dispositif de fonctionnement, mais aussi le gestionnaire, la gestion est confiée au conseil régional de la jeunesse et la communication est assurée par la DRDR. Donc il y a quand même un comité de pilotage de 15 représentants des différentes catégories d'acteurs qui sont au niveau du comité de pilotage. Next slide, si vous suivez. Alors, on a 2 dernières plateformes régionales qui ont été créées dans le bassin arachidier. Donc, on a Kaolack et Kaffrine, dans le cadre du projet Sensouf et le projet Riposte de la FAO. Donc, pour ces plateformes, donc, le comité de pilotage, il regroupe 23 membres pour Kaolack. C'est un comité de pilotage qui s'appuie sur 23 membres et comprenez par là les membres, ce n'est pas des représentations individuelles, c'est des représentations des structures. Donc ce sont des structures qui ont leurs représentants à l'image de la plateforme nationale. Mais là aussi la présidence est assurée par les organisations paysannes, donc c'est le CRCR qui assure la présidence. La vice-présidence, c'est les collectivités locales à travers la mairie de Latmingué. Et une deuxième vice-présidence par les organisations de femmes, donc c'est APROFES, qui est une organisation de femmes qui assure la vice-présidence, et la 3e vice-présidence par le conseil régional de la jeunesse, qui cette fois est vraiment dans le comité de pilotage, et le secrétariat technique est assuré par la DRDR. Donc on voit toujours à travers cette composition un caractère multi-acteur. On a aussi bien une représentation de l'État, mais aussi la jeunesse et les organisations paysannes. Et l'AG, c'est les structures qui ont été présentes à l'Assemblée de mise en place. Ensuite, à Kaffrine, le schéma est un peu différent parce que ici, la présidence est confiée au gouverneur, donc c'est le gouverneur qui assure la présidence, et la vice-présidence, ce sont les collectivités territoriales à travers le président de l'association des maires, qui se trouve être le maire de Kachala, je crois. Kachol, hein? Merci beaucoup, ça veut dire qu'au moins on me suit. Et la coordination est assurée, et ici en fait on a une présidence, mais à côté du présidence on a une coordination, et la coordination est assurée par les organisations paysannes à travers le CRCR, et le secrétariat technique est assuré par l'ARD. Et j'appelle vraiment à l'occasion de la mise en place de cette plateforme, l'ARD avait fait une présentation sur les enjeux fonciers au niveau de la zone qui ont retenu plus d'un. Et quand même, cette plateforme a mis en place des commissions, notamment une commission de formation, une commission sur la sensibilisation et le plaidoyer, mais aussi une commission sur le partenariat et la coopération, et une autre commission sur la prévention et la gestion des conflits. Alors ça, ce sont les différentes plateformes régionales. Maintenant, à côté des plateformes régionales, on a 2 plateformes départementales à ce stade. Donc c'est la plateforme départementale de Podor, qui, il faut le rappeler, c'est la toute première plateforme locale, et qui a aussi été restructurée en août dernier. Alors, cette restructuration s'est appuyée sur la base d'une évaluation diagnostique aussi, réalisée par les acteurs à travers un appui technique de l'IPAR et du CNCR dans l'élaboration de l'outil, mais c'est les acteurs eux-mêmes qui ont réalisé un diagnostic, mais vraiment en profondeur, qui a duré au moins 2 semaines. Et ensuite, ils ont remis en place une nouvelle, en tout cas, un organe de directoire, dont cette fois, en tout cas, la présidence est confiée au conseil départemental de Podor, la vice-présidence aux collectivités territoriales et le secrétariat technique à l'organisation, en tout cas aux organisations de la société civile à travers l'UJAC. Et l'UJAC est appuyé par les ONG, dont l'USE, mais aussi l'IPAR qui a une représentation au niveau de Podor. Et pour eux, le comité technique, et c'est un comité technique un peu ad hoc, qui est composé des différents services techniques et des différents acteurs. Donc, ils font appel au comité technique en fonction des problématiques et des enjeux. En fait, s'il y a un cas spécifique à gérer, ils font appel, ils constituent un comité technique pour cette question, et après avoir réglé ce problème, le comité technique disparaît. Et eux, ils comptent mettre en place des comités au niveau des zones, et donc chaque zone va avoir voilà, un comité pour être le répondant du niveau national. Alors, une autre plateforme départementale, c'est au niveau de MIF, qui est aussi la présidence assurée par un maire, la vice-présidence aussi un autre maire. En tout cas, ce sont les maires qui sont au niveau de la présidence, et un secrétariat administratif et un secrétariat permanent. Eux, ils ont la particularité d'avoir 2 secrétariats permanents. Next, pour aller un peu plus vite, parce que mon signal. Alors, il y a des plateformes qui sont en perspective.
Donc, dans la zone des Niayes, il y a une plateforme arrondissementale qui est en perspective. Il y a déjà quelques réunions qui ont été organisées. Il y a aussi une plateforme en perspective dans le Delta pour répondre à l'appel de notre collègue, en tout cas de notre doyen de tout à l'heure. Effectivement, il y a une cellule de veille à Dagana, mais il est prévu une plateforme justement pour prendre en compte les différentes catégories d'organisations qui existent sur place, mais aussi notre plateforme à Kolda et à Vélingara en tant que plateforme départementale et à Loga. Jonex. Alors, quelques enjeux en lien justement avec la souveraineté. En tout cas, au niveau de Ziguinchor, la gestion des zones humides qui regorgent beaucoup de ressources, mais qui connaissent beaucoup de conflits, mais également aujourd'hui, en tout cas, la menace de la sanitisation. La gestion de la foresterie et des domaines classés, dont certains sont exploités et sont même habités en ce moment par des concessions. C'est l'exemple du département de Bignona qui travaille sur comment déclasser la forêt, mais aussi sur la réinstallation des déplacés des conflits, en tout cas pour la zone de Ziguinchor. Ensuite, à Sédhiou, c'est par rapport à la recrudescence des conflits transfrontaliers dans le département de Bounkiling et Goudomp, parce que Sédhiou a cette particularité de partager sa frontière avec deux autres pays, notamment la Gambie et la Guinée-Bissau, et c'est ce qui quand même occasionne la recrudescence du vol de bétail dans la zone du Balantakunda et le Goudomp, mais également la divagation des bétails, l'existence de conflits entre agriculteurs et éleveurs comme dans la plupart des zones, mais aussi des conflits sur la gestion des forêts et la coupe abusive du bois, et la porosité des frontières justement, parce qu'au niveau de ces frontières, il y a ces porosités qui font que les vols, enfin, en tout cas ceux qui sont sur la pratique, qui s'adonnent à la pratique des vols, ils viennent voler et ils vont dans le pays voisin. Next Joe. Alors, toujours quelques enjeux dans le département de Podor. Les zones de conflit sont dans le Wallo et on en a connu Dodel et Fanaï qui sont des exemples, mais aussi les zones limitrophes qui sont un peu à Dabia et Orefondé. C'est des zones dans lesquelles, en tout cas, les conflits sont récurrents. Les conflits récurrents sont notés. Et dans la zone de Matam, c'est la problématique de la maîtrise de l'assiette foncière par les collectivités territoriales, mais aussi enfin voilà, il y a l'assiette foncière qui se rétrécit dans la plupart des communes et l'étouffement, la gestion de la délimitation des frontières entre les communes, mais aussi la faible coordination dans la gestion des usagers, des usagers qui sont assez multiples, et la relation souvent conflictuelle entre les sociétés d'extraction et les populations. Dans le bassin arachidier, c'est l'insuffisance du foncier pastoral. Oui, mais aussi la dégradation du massif, la lutte contre les faux de bas et l'intensification du secteur de production, agriculture, élevage, mais aussi la nécessité de la correction des incohérences territoriales. Un enjeu qui est un peu transversal, c'est la gestion, en tout cas l'accès du foncier aux jeunes et aux femmes. Next, c'est un peu l'avant-dernier. Alors, il y a quand même quelques outils qui sont ressortis, en tout cas, de ces échanges comme étant des outils à favoriser, notamment les POS et les unités pastorales, mais aussi la mise en place des comités de gestion de conflits. Il y a aussi le visa de la localisation qui est en cours dans la zone et qui est quand même a très bons échos, même si des acteurs demandent d'avoir un peu plus d'informations, mais aussi en tout cas quelques mécanismes endogènes dans le Ngalanka. Et dans le Médina Yoro Foulah, on a quand même une convention intercommunale de gestion des forêts qui a été vraiment un des résultats de cette plateforme. Et il reste une seule slide, je crois que c'est la dernière. Alors, quelques recommandations, en tout cas quelques recommandations ou exemples en termes de durabilité. Il y a des collectivités, des plateformes qui ont proposé que les collectivités puissent contribuer annuellement. Par exemple, à Podor, les collectivités ont proposé des contributions de 50 000 par collectivité, mais aussi à Médina Yoro Foulah, c'était une même proposition. Mais il y a aussi en fait des collectivités, enfin des plateformes dans lesquelles il y a la mise à disposition d'espaces qui peuvent servir de bureaux, mais aussi qui peuvent servir de lieux de rencontre. À Kaffrine, il y a aussi ce processus d'installation d'une
du cadre par un arrêté. Donc voici quelques pistes, en tout cas de durabilité. Et en termes de recommandations, next Joe. Merci. Alors que vous pouvez lire, voilà, donc nécessité vraiment d'une charte pour le fonctionnement, la durabilité, mais aussi accompagner ces cadres en termes de stratégie et d'outils de communication, mais aussi vraiment la nécessité d'accompagner les autorités décentralisées à accompagner ces cadres. Merci à tout le monde. Merci. Je pense que yéné bi mo foron rek moo tax ñu que bon généralement aussi avec celui qui plonge le premier on est un peu plus tolérant. Ça c'est un avertissement à Madame Seck quoi. Hein, Chérif. Au fur et à mesure on va être un peu plus qui. Donc pour peut-être par rapport à la préoccupation bi Thierno waxone ce matin qui est assez légitime de mon point de vue. Peut-être que Chérif daf doon wax un peu ci plateforme locale ñu doon waxtaanee ci suba donc plateforme bi ñu présenté sànq plateforme nationale bi la laal tout ci plateforme locale yi donc moom la ñu doon kii wax expérience yi ci am yépp mais itam insiste ci benn affaire bu am solo mooy que plateforme locale yooyu par rapport ak plateforme nationale ku ci nekk da nga am sa autonomie loolu c'est def naa yu am solo la ñu kii même si a priori ces plateformes locales peuvent être un peu des relais de la plateforme nationale. Insister aussi sur un certain nombre de principes yoo xam ne moom mooy soubassement ou création plateforme yooyu wàllu seen autonomie ban option la ñuy jël ci wàllu ban échelle lañ koy defee est-ce que niveau régional départemental ou arrondissement ak yooyu def naa am na ci solo le caractère nécessairement multi-acteur donc du benn catégorie d'acteurs kese mais ñu bëri ñoo koy seq en instant on a quand même noté une forte présence pour l'ensemble de ces plateformes des organisations paysannes et de la société civile pour l'ensemble des plateformes qui ont été mais en fonction un peu des zones on a une présidence soit confiée un peu à l'administration territoriale qui est mise en avant wala la société civile wala les organisations paysannes etc. Si wàllu enjeu yi dafa ne c'est enjeu yu bëri li si ëpp solo defe naa pour l'ensemble la plupart des plateformes ñoom ñëpp ñu am ko en commun c'est la problématique de la gestion de l'anticipation ou en tout cas de la résolution des conflits donc pour des conflits liés un peu aux usages mais plus globalement l'intégration et la coordination un peu des usages et des formes de sollicitation des ressources. On a un peu l'accès au foncier des jeunes et des femmes. Alors, à la suite de Chérif, j'ai passé la parole à Lamine Ba. Comme je le disais tout à l'heure, Lamine, il est géographe, il nous vient du projet Sensouf. Lamine va partager un peu sur, toujours dans le cadre un peu des stratégies de promotion du dialogue sur le foncier. Lamine va parler un peu de l'expérience du projet Sensouf sur la mise en place de comités de gestion des conflits, selon le même schéma un peu que Chérif, sur comment ces comités ont été mis en place, quels sont les enjeux, la composition, les ancrages, mais également terminer effectivement par tout ce qui touche un peu à la contribution de ces comités à l'atteinte des objectifs de souveraineté alimentaire. Lamine, vas-y, cette fois, il serait rigoureux sur le temps. Slide. D'accord, donc on va passer toutes ces pages-là. Slide encore, slide, voilà. Reviens en arrière. C'est bon quand même de préciser un peu pourquoi reviens en arrière. Reviens en arrière. Reviens. D'accord. C'est bon de préciser un peu pourquoi le projet Sensouf est un projet foncier. Il y a 3 outputs. Mais l'un des outputs est vraiment celui qui confère vraiment le rôle de projet foncier avec Sensouf. D'accord? Donc, et qui peut même faire de telle sorte que le Sensouf peut contribuer également à alimenter un peu la plateforme nationale sur la gouvernance du foncier. Donc, l'output 1 est composé de 6 éléments. On a des outils de sécurisation, l'élaboration d'outils de sécurisation, on parle des plans d'occupation et d'affectation des sols, on parle du schéma communal d'aménagement et développement territorial, on a également l'appui à la mise en valeur des terres, surtout pour les groupements de femmes, on a la sensibilisation des acteurs par rapport à tout ce qui est droit foncier, on a également tout ce qui est mise en place de mécanismes de gestion et de prévention des conflits. On a également tout ce qui parle de la délimitation physique, c'est-à-dire les corrections des incohérences territoriales. Mais également, à la fin de tout cela, on doit concevoir ce qu'on appelle un module POS qui va se greffer au module CIF du PROCACEF. D'accord. Donc,
Pour l'élément de contexte, c'est qu'on est vraiment dans des zones qui sont assez vierges en termes d'expérience sur le foncier. On note beaucoup d'absence de règles consensuelles par rapport à la gestion de l'espace. Mais ce qui est beaucoup plus fréquent, ce sont les conflits, des compétitions intenses qu'on rencontre avec les différents acteurs, agriculteurs et éleveurs. C'est une zone de passage de couloir, c'est une zone de passage des transhumants. Et cela, c'est entraîne des conflits parce que depuis un certain temps, on constate que il y a la partie de la double culture. Quand on dit double culture, on va penser directement à la vallée, mais il y a des gens qui font la double culture. En finissant de faire de l'arachide, ils viennent mettre la pastèque. Et c'est ça coïncide avec le moment où les transhumants arrivent et qu'ils ne peuvent pas accéder aux résidus post-récolte. Donc c'est un problème assez compliqué. Également, d'autres faits également, tels que les problèmes de délimitation des communes, constituent des conflits. Donc notre stratégie, elle a été partagé avec l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le cadre de ce projet et qui ont contribué au peaufinement de toute notre stratégie. Je vais parler de l'ANAT, je vais parler du CNCR, je vais parler également de l'université. Donc on avait un cadre de référence où on devait faire des études diagnostiques pour les 17 communes d'intervention du projet, qui consistait un peu à identifier, localiser et caractériser tout ce qui est conflit foncier au niveau de cette zone d'intervention, qualifier les conflits et les acteurs qui sont en conflit, et également aller jusqu'à évaluer la récurrence et les statuts des conflits dans la zone d'intervention du projet. D'accord. Toujours. Donc, une fois qu'on a déroulé toutes ces études diagnostiques sur les conflits fonciers, donc quelle était la modalité de prise en charge de ces conflits fonciers dans ces communes-là? Donc, on a insisté sur un peu est-ce qu'il existe ou non des mécanismes ou des modes de prise en charge de ces conflits-là? Quelles sont les modalités de gestion et de résolution de ces conflits qui étaient promus dans ces zones d'intervention? Donc, quelques résultats. Tu peux aller dans le nouveau slide. D'accord. Quelques résultats qu'on peut afficher avec cette étude-là, c'est qu'on a caractérisé un certain nombre de problèmes. Donc, on a les problèmes de pâturage entre agriculteurs et éleveurs, on a les problèmes de divagation, ce qui est récurrent, les animaux qui rentrent dans les champs, limite entre les champs même, les populations ont ces problèmes-là, problème d'héritage de legs, accaparement des terres, problème d'accès et d'exploitation, on va dire plusieurs délibérations même sur une même parcelle, c'est un problème qui est assez récurrent également. On a également des formes de contractualisation que l'on rencontre, ce qui est prêt, location, tout cela, c'est parfois assez problématique et qui est même source de conflit également. Donc également, on a des problèmes de limite entre les communes. Je peux prendre l'exemple de la commune entre les communes de Latmengue et de Niafat. Ce n'est pas les seuls. On a également Mirkelan et Djamal. Donc ces conflits vont même atterrir au niveau du tribunal. Donc ça, c'est un source de problème. Donc il y a également l'action de l'État sur le territoire qui fait que l'université de Madahoun a été créée et ça prend un important volume foncier. Il y a le pôle urbain de Latmingué. Il y a également l'installation de certains camps militaires qui font que également ces conflits sont exacerbés. Donc, par rapport, ça c'est une présentation par rapport aux communes qui ont été enquêtées et nous avons agi en fonction de grappes. Arrondissement constitue une grappe. Donc, on a pris pour la région de Kaolack et Kaffrine les grappes. Première grappe, Koumbal et arrondissement Kermbouki. Deuxième grappe, on a pris l'arrondissement de Madahoun cumulé à l'arrondissement de Nibi. Et troisième grappe, c'est l'arrondissement de Panal Wolof, de Ngelou et l'arrondissement comment je vais dire, j'ai oublié l'arrondissement, de Panal Wolof, de Rambos, de Ida Mouride et de Fastieke. D'accord. Donc, par rapport à l'arrondissement, aux 7 communes qui ont été enquêtées, on a recensé 1278 conflits. Parmi ces 208 conflits, donc, chaque commune a sa répartition. Mais ce qui était intéressant de voir, quel est le mode de recours qui a été fait par rapport avec ces conflits-là. Donc, on voit le mode alternatif qui représente 74% de résolution. On a également le mode institutionnel qui représente 11%. Donc, est-ce que, une fois ces modes de recours trouvés, est-ce que ces populations acceptent ces règlements-là? On a vu que 83% acceptent ces règlements et que les autres n'acceptent pas. Maintenant, on est allé creuser pour essayer de voir quelle est la motivation qui allait vers ce recours du mode alternatif de règlement des conflits fonciers. On a vu que vraiment c'était le dialogue, la médiation et le consensus qui étaient privilégiés. Et on a également vu qu'il y a la capacité à gérer et à prévenir les conflits à l'avance qui constituait vraiment quelque chose qu'il fallait exploiter. Également la capacité à résoudre les problèmes à l'amiable, ce que les populations recherchaient également. Mais également
promouvoir la solidarité, l'entraide et la tolérance et le respect de la parole. C'est ce qui était, c'était des caractéristiques qui sont assez importantes. Donc tout cela contribue au maintien de la paix sociale. D'accord. Donc également, on s'est intéressé par rapport au sexe, catégorie des acteurs par rapport au sexe qui entraient en conflit. On a vu entre hommes, c'était vraiment plus élevé que par rapport aux femmes. D'accord. Et même la tranche d'âge par rapport qui était concernée par rapport à ces conflits fonciers. D'accord. Donc, on s'est intéressé également à la période de survenance des conflits fonciers et on voit que 80% de ces conflits apparaissent en hivernage. Et qu'en saison sèche, 20% seulement sont concernés par ces conflits. D'accord. Donc, il y a également des facteurs d'accroissement de ces conflits-là. Donc, la taille du ménage, la variation pluviométrique, les pratiques culturelles, les dynamiques sociales, inclusion des familles et des jeunes constituent également des facteurs d'accroissement. Mais on a noté également quelque chose de très important, la salinisation des parcelles. Et l'agrobusiness qui ne sont pas encore vraiment qui n'ont pas encore d'impact, mais qui dans l'avenir peuvent vraiment être des facteurs qui vont feront accroître les conflits dans cette zone. D'accord. Même chose par rapport, on s'est intéressé à savoir quelle est la perception que les populations ont par rapport à la législation foncière qui existait. Pour certains, ces lois modernes sont bonnes, elles permettent de régler certains conflits, mais pour d'autres, ces lois ne sont pas bonnes. Elles vont détériorer les relations qui peuvent exister entre les familles. Une personne me disait, quand tu amènes ton voisin en tribunal, c'est sûr que vous n'allez plus parler et que ça va se poursuivre de génération en génération. Donc, c'était assez compliqué. Donc, une fois que l'étude a été faite, on a décidé de valoriser l'étude. En faisant quoi? On a produit un rapport. Et encore un grand merci à nos partenaires de l'ANAT, d'une CNCR, qui nous ont vraiment aidé à peaufiner tout cela. On a également identifié des zones à haute prévalence de conflits fonciers. Je vais parler de villages conflictogènes. Mes amis de l'ANAT vont me taquiner, avec Diouf là, ils vont me taquiner. On a également défini des différentes échelles où ces conflits fonciers pouvaient être pris en charge. D'accord? Donc, on a identifié le niveau village, on a identifié le niveau CIVG, le niveau zone intervillageois. Également, on a identifié le niveau commune. Maintenant, par rapport à la mise en place des structures qu'on voulait mettre en place, il y a un certain nombre de principes. Et ces principes-là ont été dictés par les populations. Le premier principe, c'est un principe de confiance. La confiance. Moi qui accepte de choisir tel qui entre dans mon comité de gestion des conflits, il faut que j'ai une confiance en cette personne qu'elle puisse vraiment régler mon problème. Il y a également le principe de sutura. Nous tous, nous savons ce que c'est le sutura, la confidentialité. C'est des aspects qui sont assez importants. L'engagement et même la solidarité entre les membres, les personnes qui vont constituer ce comité villageois. Donc tout cela, c'est des principes qui ont été mis en place. D'accord. Donc, une fois que ces mécanismes ont été mis en place, il y a un important dispositif qui consiste à les appuyer pour permettre à ces mécanismes de pouvoir fonctionner. Donc, on a mis en place un réseau d'animateurs formateurs qui a été couplé au réseau d'animateurs des plans d'occupation et d'affectation des sols pour prendre en charge les préoccupations de ces comités-là. Il y a également un plan de renforcement de capacité de ces cellules comités villageois, comme on peut les appeler, pour pouvoir répondre à ces questions-là. Donc, par rapport aux formations, qu'est-ce que l'on ciblait? Une fois qu'on a ciblé des animateurs formateurs, donc on voulait, par rapport aux formations, qu'ils puissent former les groupes cibles qu'on a identifiés. Par rapport au module de gestion des conflits, documenter, faire remonter l'information au niveau du bureau foncier qui sera mis en place par la GIZ. On veut également, par rapport aux agents animateurs formateurs, de pouvoir enregistrer l'ensemble des données qui ont lien à la gestion des conflits. Également, par rapport à ces animateurs formateurs, on veut également qu'il y ait une certaine maîtrise du reporting, une remontée effective des données pour que tout ce qui est en termes de délai prescrit soit respecté. D'accord. Donc, quelles sont les thématiques? 2 minutes, d'accord. Quelles sont les thématiques qui ont été le plus vulgarisées? Rôle et responsabilité des acteurs de gestion de conflits, cadre légal réglementaire du foncier, la gestion alternative, les outils et procédures sur la régulation foncière, le code forestier et la gestion des ressources naturelles, mais également la gestion des ressources pastorales.
Adossé à quoi également? On a également mis un focus sur le plan d'occupation et d'affectation des sols. Toutes les communes disposent de plans d'occupation et d'affectation des sols. Dans ces POS, il y a des règles de gestion de l'espace qui peuvent être vulgarisées à travers ces animateurs formateurs. Également, les outils de suivi et risque. Tout cela se constitue. Donc, je vais passer rapidement à Ali. Donc, une fois tout cela défini, il y a deux éléments capitaux, le traitement et la transmission de l'information. Donc, toutes les échelles, on a défini une périodicité de reporting mensuelle de 1 mois. Mais une fois que tout cela a été défini, le service foncier est l'entité qui va centraliser toute cette information-là. D'accord. On parle de service foncier, c'est l'agent foncier, d'accord. Donc les grandes rubriques qui ont composé notre composante de prévention et gestion des conflits. Donc on peut dire il y a l'étude diagnostique, il y a la mise en place des structures, il y a la formation des animateurs, il y a la formation des structures de gestion de conflits qui se déroule au moment actuel où je parle. Il y a le suivi, il y a le réseautage, et ce réseautage-là, tout ce qu'on a fait va être capitalisé avec les plateformes qui sont mises en place par l'IPA au niveau de ces deux régions. D'accord. Donc, voici deux cartes qui vont permettre un peu d'aider à schématiser un peu ces comités qui ont été mis en place dans les communes d'intervention. Donc, juste pour... C'était ma contribution par rapport à la thématique du jour. Merci, Paul. Merci beaucoup. Bon, tu as respecté le temps. Je vais quand même si en termes de questions, mais très rapidement, pour qui me rapidement si wolof rek Lamine dafa doon partager ak ñun ay expérience de yu projet Sen Suuf def fële si seen zone d'intervention si jëm si wàllu ay kuréel yu ñuy taxawal pour muy saytu lépp li jëm si wàllu conflit yi nga xam ne mooy dox diggante acteurs yi mu jëm si wàllu suuf dañu tàmbalee def benn gëstu bu yaatu si ginnaaw bi ñuy defee benn zonage si zone bi ñu kii bi ñu séddale ko ay pàcc zone bu nekk ñu xool un peu yan xeetu conflit ñoo fa am def typologie bi récurrence bi maanaam si naka lay amee à chaque fois yan anam lañ koy régler conflit yooyu moo xam anam yi nga xam ne dafay invoquer la législation wala yoo xam ne dafay invoquer plutôt des méthodes alternatives notamment yi nga xam ni dafay sukkandiku si ay mécanismes locaux yoo xam ne am na foofu sur place ak surtout yi sabab conflit yi. Donc ñu xool si loolu la ñuy sukkandiku maintenant pour taxawal comité yooyu ak maintenant mu wax tuuti si composition comité yi wax surtout yan programme la ñu taxawal pour renforcer capacité comité yooyu ak dimbali leen pour que ñu mën a dox. xam naa Lamine tout à l'heure peut-être sooy jëlaat kàddu nga gën a dellu siwaat si comment ces comités de gestion sont structurés, donc comment sont structurés, comment ces comités fonctionnent, d'accord, leur mode de gouvernance et surtout c'est un ancrage. Donc l'ancrage de ces comités et les mécanismes qui sont mis en place pour que ces comités soient durables, surtout durables au-delà du projet Sen Suuf. Parce qu'aujourd'hui, ces comités peuvent être très dynamiques parce que le projet est là, comme l'ensemble des plateformes, comme l'ensemble des cadres qu'on met en place. Mais demain, quand le projet peut-être ne sera plus là, est-ce que ces comités pourront continuer à fonctionner normalement à l'absence de ressources? Okay. Alors, on va poursuivre un peu notre tour. Cette fois-ci, on va écouter Serigne Sagnan, du responsable du programme foncier au niveau du CNCR. Sagnan va nous présenter plutôt un outil qui a été proposé, la grille d'analyse des projets à incidence foncière. Il va nous présenter rapidement cette grille-là. À toi, Sagnan. Oui, en termes de présentation, donc comme plan, nous aurons donc la grille. C'est quoi? Je pense que quand on parle de grille d'analyse des projets d'investissement à incidence foncière, les gens auront besoin de savoir c'est quoi la grille, sa méthodologie également d'élaboration, mais également son expérimentation et les différentes leçons apprises à travers donc cette grille et ses défis de mise en œuvre. Allez-y, slide. Donc, pourquoi cette grille d'analyse donc des projets d'investissement à incidence foncière? Donc, comme premier facteur qui explique un peu l'élaboration de cette grille, je dois même rappeler que ça a été élaboré donc par le CNCR avec l'appui même du comité de pilotage, donc le COPIL, dans le cadre de l'accompagnement donc de la FAO, parce que la FAO, depuis l'élaboration des directives volontaires,
a eu à accompagner le Sénégal, je dirais, dans deux dimensions. D'abord, il fallait diffuser les directives volontaires. Donc, il y avait eu beaucoup d'accompagnement en ce qui concerne la diffusion des directives volontaires. Et ensuite, il y avait une autre composante consistant à opérationnaliser les directives volontaires. Donc, c'est dans le cadre de l'opérationnalisation de ces directives volontaires-là qu'on avait donc élaboré cette grille. Comme contexte, nous savons tous qu'il y a beaucoup de conflits fonciers qui sont liés donc aux investissements à incidence foncière. Je pense que ça, tout le monde le sait. Parfois, même ça occasionne des morts d'hommes dans certaines zones. Il y a également un déficit même d'un personnel qualifié pour pouvoir négocier avec les entreprises et suivre les engagements donc des investisseurs. Quand je parle de personnel, c'est surtout les collectivités territoriales qui sont parfois donc les réceptacles de ces projets d'investissement. Je pense que le représentant même de l'UAL ce matin durant son allocution a eu à relever quand même la nécessité en tout cas d'accompagner les collectivités territoriales qui le plus souvent accompagnent même ces programmes d'investissement. L'autre chose également, c'est qu'on note un déficit d'information des populations locales sur des questions relatives aux projets d'investissement dans leur localité. Ça également, c'est quelque chose qui est réel et qu'on peut constater sur le terrain. Donc autant de raisons qui ont justifié l'élaboration de cette grille d'analyse qui est un outil opérationnel de suivi mais également d'évaluation des projets d'investissement. Et quand je parle de projets d'investissement, que ce soit donc un projet d'investissement public comme privé, donc à incidence foncière, mais à la lumière donc des directives volontaires. Nous savons tous que les directives volontaires donc ont mis en place ce qu'on appelle des principes généraux et ce qu'on appelle des principes de mise en œuvre. Et en élaborant cette grille d'analyse, on s'est inspiré donc de ces principes-là. Donc c'est un outil qui a pour vocation vraiment d'apprécier, si vous pouvez aller un peu en arrière, d'apprécier le niveau de prise en compte des droits des communautés locales, donc dans la mise en œuvre des projets d'investissement. Donc en particulier les jeunes, les femmes et ce qu'on appelle les groupes vulnérables. Allez-y. Donc, comme je l'ai dit, on s'est inspiré donc des principes qui sont dégagés donc par les directives volontaires et par rapport donc à la méthodologie donc d'élaboration, il y a eu des ateliers de partage de la grille avec les acteurs qui sont donc à la base. Donc, on les a formés sur les directives volontaires. On a partagé la grille aussi pour observation. On a également testé donc la grille au niveau local, avec surtout les organisations paysannes, les collectivités locales, les services techniques et tout. On avait organisé pas mal de missions sur le terrain qui concernaient un peu donc la prise en compte également, en tout cas des préoccupations des acteurs locaux. Je pense qu'à ce niveau, il y a beaucoup d'anecdotes en mettant en place cette grille. Il y a Demba Sow de la FAO, à l'époque qui était de la FAO, qui est dans la salle, qui peut vous raconter beaucoup d'anecdotes. À Kédougou, il y a Samba Mamoudou Sow également, Samba, qui était avec nous donc dans la zone sylvo-pastorale, et il y a eu beaucoup d'anecdotes. C'était vraiment chaud parfois dans la salle, c'était très très chaud entre les collectivités, mais il fallait faire ce qu'on a appelé nous le procès participatif. Donc il fallait faire en sorte que les promoteurs soient là, les populations également soient là, et qu'on essaie d'interroger par rapport donc à l'implantation même de ces projets dans leur localité. Donc on a essayé de présenter la grille entre autres. Donc pour ce qui est de l'application même de la grille, on note qu'il y a, en tout cas, c'est indispensable pour l'utilisateur donc d'avoir une connaissance sur les directives volontaires. Parce que tout de suite, j'ai eu à relever que la grille a été donc élaborée en s'inspirant des directives volontaires. Donc, celui qui l'utilise également doit avoir un aperçu sur les directives volontaires. Donc, la grille évalue un projet en tout cas autour de 4 points. Donc, il y a une première phase qu'on appelle phase préalable qui consiste à bien connaître connaissance de la projet, il y a avant l'installation du projet, pendant la mise en œuvre du projet, après même la mise en œuvre du projet. Donc ce serait bon, même si c'est 2 secondes, je pense que je vous ai partagé la grille. Je ne sais pas s'il y a une possibilité de vous montrer un peu, que vous ayez un aperçu sur ces différentes phases-là, et pour chaque phase, vous verrez un peu les questions qui sont posées. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a, vous pouvez venir sur la grille? C'est possible? En PDF. Oui, c'est ça, en bas, je pense, non? Ou bien?
Oui, c'est en PDF. Mais il n'y a pas de problème, donc je peux essayer. Oui. Ok. Donc, pour chaque partie, il faut noter qu'il y a différentes questions qui sont posées. Hein. Donc, pour ce qui concerne la connaissance du projet, il y a le nom, adresse, contact du projet, superficie concernée par le projet, la date de démarrage, entre autres, hein, l'historique même du projet, y compris le soutien officiel s'il y en a eu, et des questions qui sont liées même, en tout cas, à l'origine même et au montage quand même du financement. Ça aussi, c'est des aspects qui sont importants. La forme juridique également de l'entreprise, donc du promoteur, et son pays d'enregistrement. Donc, c'est autant de questions qui sont vraiment importantes et capitales, même pour les acteurs locaux, pour pouvoir même apprécier par rapport à l'implantation d'un projet dans leur localité. Descendez. Descendez. Donc, c'est ça, la première phase, ce qu'on appelle une phase préalable, c'est la phase vraiment qui concerne la connaissance donc, du projet. Et pour chaque phase, il y a une possibilité pour les acteurs de donner des réponses, de faire des commentaires et de formuler même des recommandations. Descendez. Les marchés de destination des produits également, je pense que c'est important comme question, c'est capital, hein, parce que nous, on est là pour parler de souveraineté alimentaire. Est-ce qu'aujourd'hui, un projet qui s'installe et qui a pour ambition d'exporter ses produits, est-ce que c'est un projet ou en tout cas un investissement qui nous intéresse? Donc, c'est autant de questions. Donc, chaque question, derrière, en tout cas, garde quelque chose derrière, quoi, pour chaque réponse. Donc, la première phase, donc, ça concerne la phase vraiment de démarrage donc, du projet. Donc, avant même l'installation du projet, on peut savoir quel était l'usage des terres, hein, que ce soit des terres, agriculture, élevage, forêt, pêche, etc. Et vous vous rendez compte que c'est une réponse même par rapport à ce que disait Dr Ibrahima Aït ce matin, en parlant un peu de la transformation donc, des terres arables. Hein, avec l'urbanisation, entre autres. Je pense qu'en expérimentant la grille, on peut se rendre compte un peu du niveau de transformation ou en tout cas de changement de vocation. Donc, quel était le statut de la terre avant le projet, qui étaient les occupants, quels étaient les droits aussi des occupants sur ces terres-là. Et on essaie également d'évaluer le respect des mécanismes et outils de gouvernance foncière, parce qu'il y a certaines localités, quand un projet vient, il y a quand même quelques initiatives locales et on essaie de voir est-ce que ces initiatives, que ce soit locales ou nationales, ont été prises en charge avant l'implantation du projet. Donc, comme je dis, je résume pour dire qu'il y a 4 points. Il y a un point qui concerne la connaissance du projet et la première phase donc, qui concerne un peu avant l'installation du projet. La seconde phase qui concerne la mise en œuvre donc, du projet. Dans la mise en œuvre, il y a pas mal de questions qui sont posées et qui sont un peu relatives au respect donc, des engagements même des acteurs locaux, entre autres au respect de l'environnement. La dernière phase concerne donc en tout cas des questions qui sont tout à fait également liées à surtout la prise en charge également des droits des communautés. Donc je pense qu'on pourrait avoir le temps de partager la grille. C'était juste pour que vous ayez un aperçu là-dessus. On peut revenir sur la présentation. La grille qui présente. Oui. Tu viens de présenter la grille. Mais Khaled, laisse-moi continuer. Donc c'est ça, je disais qu'il y a eu beaucoup de missions d'expérimentation de la grille et heureusement il y a des acteurs locaux qui étaient avec nous donc, dans cette expérimentation, que ce soit la zone Sylvo-Valais, également donc, le Sénégal oriental à Kédougou, où on a expérimenté la grille avec la SGO, Sabadola Gold Operation, où on a eu des entretiens également avec des élus locaux, notamment le maire de Khosanto récemment. J'avais eu mal quand j'ai entendu qu'il a perdu même un de ses frères pour ces conflits fonciers-là récemment. Ça ne fait pas, je pense, 3 mois à Khosanto. Et Dembasso, qui était avec nous dans cette mission, s'est rendu compte de la tension parce que lui-même, il disait que voilà, les populations ne vont pas accepter que SGO nous prenne autant de milliers d'hectares, nos droits ne sont pas respectés, entre autres.
Et en tout cas, c'était chaud même durant l'atelier qui a été présidé par le gouverneur. Donc, on se rend compte que depuis donc décembre 2017, moi personnellement, je ne suis pas surpris de voir qu'après il y a eu ce genre de conflit. J'avais, en tout cas, en discutant avec les acteurs, on se rendait compte vraiment je ne sais pas, quelques bribes, en tout cas, de la tension. Donc cette évaluation également, cette expérimentation nous a permis d'évaluer donc le niveau d'occupation donc du sol par les projets ciblés, de recueillir également les préoccupations des différents acteurs locaux, de faire en tout cas une prise de conscience également sur les enjeux du foncier au niveau local et de pouvoir même reformuler donc la grille donc grâce aux suggestions des acteurs locaux. Donc, en termes de défis, on peut dire qu'il y a un besoin donc d'élargir le partage et l'expérimentation de la grille sur l'étendue du territoire, travailler même à l'institutionnalisation de la grille en tant qu'instrument d'analyse des projets avant toute implantation. Et ça, c'est une recommandation même des acteurs locaux. Encourager également l'appropriation de la grille par tous les acteurs, maintenir et suivre surtout le dialogue qui était déjà enclenché au niveau local entre les différents acteurs concernés par ces projets d'investissement. Parce que j'ai dit tout de suite que là où nous avons été, il y avait quand même beaucoup de tensions, mais quand même à la fin, durant les ateliers, on avait fait une prouesse, c'est-à-dire le fait de pouvoir rassembler, regrouper des gens qui se regardaient en chien de faïence et en discutant quand même, on se rendait compte qu'il y avait quelques possibilités de dialoguer. Mieux inciter également les investissements à être ouverts au dialogue. Quand je le dis, je ne sais pas si Demba Sow aussi peut en témoigner, parce que quand on fait Dakar-Kédougou, on se rend compte qu'on a parcouru des kilomètres et des kilomètres. On avait fixé des rendez-vous avec les investisseurs, surtout, mais c'était pas facile. Une fois sur place, c'était pas facile de les rencontrer. Il fallait vraiment insister pour pouvoir les rencontrer. Et eux-mêmes, ils se rendaient compte que le fait de venir dialoguer pouvait être même à leur avantage quelque part. Je pense qu'on peut donner l'exemple de Azila Goma quand on a été à Linger où ils ont envoyé même des représentants. Les discussions ont permis un peu je ne dirais pas de faire disparaître les tensions, mais au moins de créer le dialogue avec les communautés. Certains ont parlé également de transcription même de la grille en anglais, donc ça aussi ce serait intéressant, mais pourquoi pas avant en anglais, peut-être en Wolof, parce que je l'ai dit à l'entame de mes propos que les collectivités territoriales en tant que réceptacle donc des investissements à incidence foncière ont aujourd'hui le réel besoin d'être accompagnés techniquement pour pouvoir, n'est-ce pas, apprécier les projets d'investissement à incidence foncière. Il y a certains également qui nous ont dit, en tout cas, de partager également la grille, de cibler certaines catégories d'acteurs, comme par exemple au Sénégal, nous savons que l'APIX est chargé donc de tout ce qui est promotion des grands investissements, mais également l'Union des associations des élus locaux, association des chefs de village du Sénégal aussi, dont le président lui-même avait formulé la demande auprès du CNCR. Donc c'est vous dire qu'il y a beaucoup de défis devant nous et nous espérons que pour ces projets à incidence foncière, yu am solo yooyu surtout si wàllu mbay yi ñu xool un peu du mbay kese non Thierno d'accord, ok, Abdou Aziz, oui, tu lui dis bonjour. Voilà. Donc jumtuwaay la boo xam CNCR moo ko proposé. Je pense que aujourd'hui sañaa ñëw na si largement li am solo rek mooy que peut-être xëy na ñu gën ko vulgariser, Thierno, comme ça ñëpp ngeen ki peut-être que dans la salle, bon peut-être on verra les réactions. Xëy na bëri du ñàkk ñu si bëri ñoo xam ne masaguñu gis grille bi wala xamaguñu ni ñu koy jëfandikoo. Je suis assez surpris quand on parle de le transcrire en anglais. Moi, bi ngay wax transcrire dama foog ñu transcrire en langue locale ngay wax pour que ce soit accessible. Thierno faisait un plaidoyer pour l'accessibilité de nos échanges aux paysans. Toi, tu veux le rendre encore plus inaccessible. Bon, chaque fois que j'ai l'occasion, ça ne xeer tuuti waa société civile, je le fais. Balaa may jàll si Madame Seck, parce que yàkkamtiwuma ko woon trop parce que avec elle moom c'est un peu compliqué. Au comité d'organisation bi nee nañu sur la feuille de présence ils en sont à 60 participants alors que dans la salle on fait un peu plus de 100. Donc Cheikh Omar moo ko gardé woon sànq mais Cheikh Omar delloo na ko xam nga keneen kan moo ko gardé mais ñi bindoogul nañu bindu. Il y a 2 listes. Ouais. Et il faut remplir les 2.
Dans ce cas, moi, je n'ai rempli qu'une liste. Hein. et je sais que Barina, c'est morom. mais fallait mettre les deux ensemble. Il fallait faire circuler les deux ensemble. Je pense que mon mot est gain. D'accord, maintenant, tout le monde est informé. Maintenant, je passe la parole à Madame Seck, Koulsoum Khoulé, comme elle aime se présenter, directrice de la planification spéciale à l'ANAT, qui va nous parler un peu des outils de planification. Là, on passe un peu de la promotion du dialogue, un peu aux expériences d'outils, de renforcement de la gouvernance foncière territoriale, les SCAT, les POS, etc. Donc, comme le modérateur l'a dit, je suis chargée de vous présenter les outils de gestion de planification et de cohérence territoriale, et notamment le SCAT, le schéma communal d'aménagement et développement territorial, et le visa de localisation. Et comme vous pouvez le constater au niveau du sommaire, il s'agit en fait de deux présentations. Vous pouvez aller vers le deuxième slide, s'il vous plaît. Donc, il s'agit de deux présentations, puisque mon collègue Meng, responsable de l'Observatoire national territoire, devait être là pour présenter le visa de localisation. Malheureusement, il est en congé. Donc, je suis chargée par l'ANAT de vous présenter les deux outils. Et de ce fait, puisque j'ai deux présentations, j'ai 12 fois 2 et ça me fait 24 minutes. Et je suis la seule femme au niveau du panel. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicole. Voilà. Donc, vous pouvez aller au sommaire. Donc, le sommaire, il y a une première présentation sur le schéma communal d'aménagement et de développement territorial, un autre sur le visa de localisation et une conclusion générale demandée par les termes de référence pour voir quelle est la contribution de ces outils à l'atteinte des objectifs de souveraineté alimentaire. Donc, en termes de schéma communal d'aménagement et de développement territorial, comme vous le savez sans doute, j'aime bien dire comme vous le savez parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont dans la salle connaissent les outils de l'aménagement territorial, notamment le plan national d'aménagement et de développement territorial qui a été approuvé par décret et aujourd'hui qui est encadré par une loi d'orientation. Je pense que c'est la première fois, je pense pas, je suis sûre même, c'est la première fois qu'il y ait une loi d'orientation qui constitue le cadre juridique de la politique nationale d'aménagement et de développement territorial. Donc c'est la loi 2104 du 12 janvier 2021. Et il y a également une autre loi d'orientation. C'est la loi d'orientation sur le système national de planification portée par le ministère en charge de la coopération de la planification. Et cette loi d'orientation, cette deuxième loi d'orientation qui a été promulguée le 19 avril 2022, met en parallèle les deux types de planification au Sénégal. La planification spatiale portée par les outils de l'aménagement territoire et de l'urbanisme et la planification économique et sociale portée aussi bien par, comment dirais-je, c'est la planification qui dure 5 ans, économie et sociale. C'est au niveau national, le PSE, les PAP, les lettres de politique sectorielle. Au niveau territorial, c'est les PDD, les PDC. Et ces outils de planification économique et sociale ont un cadre de référence spatial porté par les outils de planification qui sont au niveau des mêmes échelles de territoire. Au niveau national, on a le plan national d'aménagement territorial qui sert de cadre de référence pour les lettres de politique sectorielle et entre les lettres de politique sectorielle et le plan d'été, il y a les schémas directeurs sectoriels qui sont les outils des ministères sectoriels. Vous savez que les lettres de politique sectorielle s'arriment au PSE, plan Sénégal émergent et au PAP. Ensuite, au niveau département, je saute le niveau interterritorial. Pour aller au niveau département, on a le schéma départemental d'aménagement et de développement territorial qui avait été prévu par le Code général des collectivités territoriales de 2013. Et aujourd'hui, c'est renforcé par les deux lois d'orientation. Donc, le PDD s'arrime au schéma départemental. Et au niveau communal, nous avons le schéma communal d'aménagement et de développement territorial, un outil de 25 ans qui sert de cadre de référence pour les PDC qui sont des outils de 25 ans. Et pourquoi le schéma communal d'aménagement et de développement territorial? On a constaté, analysé qu'il y a une rupture entre les échelles de planification. Parce qu'au niveau des communes,
il y avait les PDU au niveau des communes rurales, excusez-moi, des communes urbaines, mais au niveau des communes qui ont un hinterland rural, c'est les anciennes communautés rurales, il n'y avait pas un outil de planification spatiale cohérent. Il y a le PAS, mais le PAS ne pouvait pas prendre en charge toutes les thématiques du développement de la commune. C'est pourquoi cet outil-là a été institué par 2 lois d'orientation. Maintenant, dans le cadre de la mise en œuvre au niveau territorial, allez-y au slide suivant. Dans le cadre de la mise en œuvre au niveau territorial, nous avons commencé. Et ça, c'est, comment dirais-je, une phase test. C'est une phase test. On a eu à élaborer des schémas communaux d'aménagement et développement territorial à Sandiara, Morolan, Barnier avec l'appui du PNUD. Je prends toujours l'exemple de Morolan. Vous allez retrouver les cartes de Morolan dans le cadre de cette présentation et le maire est là pour en témoigner. Nous avons élaboré également le SCAD de Nangalma sur financement de l'État du Sénégal, les SCAD de Latmengue et de Kermouki dans le cadre du projet Sensouf avec GIZ. Les acteurs en ont parlé, qui sont également validés. Nous sommes en train d'élaborer les SCAD de Ndias et de Ndiop. Et il est prévu, dans le cadre de notre coopération avec la SAED, portée par Khali, d'élaborer 2 SCAD au niveau de Nid et de Ndieben Gandiol en 2024. Donc, ce sont des, comment dirais-je, on est dans une phase pilote, des phases pour permettre aux collectivités territoriales d'avoir des outils, d'avoir un guide méthodologique, parce qu'on va arriver à ça pour leur permettre de piloter elles-mêmes l'élaboration de ces outils de planification. Bon, il y a des exemples également au niveau des schémas départementaux d'aménagement et de développement territorial. Vous pouvez continuer. Et il y a également un exemple au niveau des schémas de développement des zones spécifiques. Mais taille, SCAD mo xewle. Donc on passe au slide suivant. Qu'est-ce qu'un SCAD? Qu'est-ce qu'un schéma communal d'aménagement et de développement territorial? Le SCAD est un outil de planification territoriale qui fixe les options d'aménagement et de développement à l'échelle de la commune et contribue à la mise en cohérence. Il y a un mot qui est sous-titré, mise en cohérence des interventions publiques et privées et dans l'occupation du sol. Aujourd'hui, le schéma communal d'aménagement et de développement territorial analyse les aspects environnement et gestion, du cadre de vie et des ressources naturelles, analyse les dynamiques spatiales, analyse la démographie, analyse les dynamiques économiques, analyse les secteurs d'appui à la production, analyse la gouvernance territoriale, analyse le développement humain. Donc, le SCAD analyse tout ce qui est lié au développement de la commune pour lui donner un document sur lequel tous les autres documents vont s'arrimer et que toutes les interventions également vont trouver leur cohérence. Et qui élabore le schéma? C'est bien sûr la commune, sur la base d'une délibération. Et la commune met en place une commission communale qui est dirigée par le maire et qui accompagne toute la procédure d'élaboration. Et le chef de service régional de l'aménagement du territoire de la région concernée assure le secrétariat de cette commission communale d'aménagement pour une cohérence aux différentes échelles, au niveau territorial, département et au niveau national, avec le plan national d'aménagement et de développement territorial. Slide suivant. Maintenant, je donne l'exemple des grandes affectations du territoire parce qu'il est également nécessaire de poser une articulation entre cet outil de planification qui est le SCAD et le plan d'occupation d'affectation des sols. Le schéma communal d'aménagement et de développement territorial, dans sa phase d'élaboration, à un moment donné, identifie quelles sont les grandes affectations du territoire, comme le plan d'été a eu à le faire. Et en analysant les grandes affectations du territoire pour Morolan, le maire est là, on a vu les zones de terroir villageois et les zones d'extension urbaine où il est nécessaire de faire un lotissement et pourquoi pas d'élaborer des plans d'urbanisme de détail. Les zones d'activité minière, les zones d'activité agropastorale, les zones d'activité
agropastoral à priorité élevage, à priorité agricole, les zones touristiques et d'intérêt écologique. Donc, le schéma communal d'aménagement et développement territorial fixe les grandes affectations du territoire de la commune et sur cette base-là, le PAS maintenant va venir fixer les zones de gestion et continuer avec les règles de gestion. Donc, le PAS permet de mettre en application le schéma communal d'aménagement et de développement territorial qui est lui un outil stratégique. Maintenant, le lien avec le développement de la commune, le lien c'est que le schéma communal d'aménagement territorial aussi identifie des projets et programmes de développement territorial structurants pour la commune. Des programmes, projets qui pourront être mis en œuvre soit par l'État, soit par les partenaires, soit par les ONG, la société civile, mais pourquoi pas par la commune. Mais il faut, dans ce cadre-là, définir la nature juridique de la tenue foncière et les documents urbains en vigueur. Maintenant, parce que donc le SCAT constitue un cadre de référence pour la gestion du foncier au niveau communal. Parce que le SCAT constitue une des couches des systèmes d'information foncière qui vont être mis en place. L'ANAT compte en mettre en place en 2024, le PROCOSEF va en mettre en place, mais également la GIZ a prévu d'en mettre en place. Il permet également de définir les zones d'aménagement, les secteurs à enjeux particuliers, les orientations en matière d'urbanisme, d'habitat, de mobilité, etc. Donc, il contribue à une gestion équilibrée et durable du foncier en favorisant une utilisation cohérente et harmonieuse du territoire. Allons-y. Maintenant, je pense que le prochain slide sont les difficultés, une faiblesse technique des collectivités territoriales pour élaborer des outils, là on peut le dire. C'est pourquoi il est nécessaire que l'ANAT, dans une phase pilote, appuie techniquement, aussi bien pour la planification, pour la cartographie, l'élaboration de ces outils. Il y a aussi nécessaire d'harmoniser, d'articuler avec les PAS, parce que pour le cas de Morolan, il y avait déjà un PAS et le SCAT est venu, mais pour le cas de Kermbouki et de Ladmengue, le SCAT a précédé les PAS. Il y a aussi une nécessité d'accompagner financièrement les collectivités territoriales et surtout une difficulté d'accès aux données parce que souvent les données ne sont pas désagrégées au niveau territorial. Souvent c'est département, région, département. Maintenant, en termes de perspective de pérennisation, donc comme je l'ai annoncé tout à l'heure, il est prévu l'élaboration de guides méthodologiques pour les documents de planification. Un atelier national de capitalisation est prévu dans les prochaines semaines que nous permettront de voir comment ça s'est passé la phase pilote. Quelles sont les leçons apprises, quelles sont les success stories, quelles sont les difficultés, etc. Et ces guides-là vont être édités et, comment dirais-je, traduites et diffusées au niveau des collectivités territoriales. C'est ce qui nous permettra de généraliser l'élaboration de documents de planification comme l'a instruit M. le Président de la République et accompagner également les collectivités territoriales à travers la mise en place du fonds d'impulsion à l'aménagement et développement durable des territoires qui est une application de la LOADT. Une autre application de la LOADT, c'est le visa de localisation. 4 minutes pour le visa. Il faut vraiment qu'on ait aussi le temps d'interagir. Les gens n'attendent que le visa. Mais vous pouvez 4 minutes aussi. Maintenant, je vais 4 minutes. Il n'y a pas de souci. Les gens attendent le visa. Vous devez 4 minutes. Lamine en a parlé. C'est Lamine ou vous qui en avez parlé. Allons-y. Non, mais on va aller très vite. Donc, le visa également est une application de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable d'été. Vous pouvez aller dans le slide. Oui, c'est bon. Donc, le visa a été signé le 5 mai 2022 par un décret 2022-10-88. Maintenant, allez-y. Le visa de localisation, il faut me le dire. Donc, le visa de localisation vérifie la cohérence des nouvelles installations structurantes avec les orientations retenues dans les documents de planification. Donc,
tout projet actuellement doit être en cohérence avec les documents de planification et surtout avec l'occupation du sol, que ça soit l'occupation du sol actuelle ou bien en prévision. Parce qu'il y a des projets pour lesquels on connaît les emprises et tous ces éléments-là sont disponibles parce que les services techniques de l'État nous les fournissent pour qu'on puisse instruire de façon, comment dirais-je, de façon véritable ou bien de façon scientifique les demandes de visa localisation. Et le visa localisation effectif à l'ANAT. Aujourd'hui, pas plus tard qu'hier, on a reçu plus d'une vingtaine de demandes et que ça soit le privé, le niveau national, les directions, les agences nationales requièrent le visa localisation pour voir la conformité de leurs projets et programmes par rapport aux prévisions de façon générale de la planification nationale. Maintenant, allez-y. Quelles sont les matières soumises au visa localisation? Ce sont les projets productifs à fort impact spatial et environnemental. Je vous donnerai les exemples. Les projets d'aménagement urbain, les projets, il y a un quatrième, vous pouvez continuer. Les infrastructures, équipements publics, collectifs à caractère éducatif, social, sportifs, culturels, etc., situés dans les zones non couvertes par un document d'urbanisme et d'aménagement de territoire, parce que l'urbanisme a déjà ses règles de gestion. Donc, c'est dans les zones où c'est pas couvert, qui ne sont pas couverts par un document d'urbanisme que c'est concerné. Les équipements structurants d'appui à la production. Maintenant, vous pouvez continuer, on va lire ensemble les projets productifs à fort impact spatial. Vous voyez, ce sont ces projets-là, les exploitations agricoles, d'élevage, forestier, etc. Les projets d'aménagement urbain, les projets de création de nouvelles villes, de pôles urbains, etc. Allons-y. Les infrastructures, équipements publics, collectifs à caractère éducatif, social, etc. Ce sont ces infrastructures-là. Allons-y. La présentation est disponible au niveau de anat.sn et toutes les informations relatives au visa localisation également sont disponibles sur le site anat.sn. Les infrastructures équipements, continuons. Non, les vous paraît. Ensuite, seules les infrastructures de défense et de sécurité sont exemptées du visa localisation. Et ce visa localisation est préalable. C'est un préalable par rapport à l'obtention d'un bail. Donc, si vous déposez un bail à la commission de contrôle des opérations domaniales et que dans votre dossier, vous n'avez pas de visa localisation, on vous demande de vous retourner vers l'ANAT pour obtenir ce visa localisation. Donc, vous pouvez anticiper avant d'aller demander un bail, de venir à l'ANAT, parce que la procédure continue ne dure qu'un mois. Un mois. Du dépôt, si vos dossiers, vous pouvez continuer les slides, si les dossiers sont complets, jusqu'à jusqu'à l'obtention. Donc, il y a une commission nationale qui est mise en place par décret, qui est chargée d'émettre un avis sur toutes les demandes. Donc, c'est le directeur général qui préside et il y a toutes ces structures-là qui sont membres et le comité peut s'adjoindre toute structure qui est pertinente. Parce qu'aujourd'hui, si la SAED n'est pas membre de la commission et qu'on analyse des demandes qui sont de la zone nord, on aura besoin de l'avis de la SAED par rapport à ça, par exemple. Maintenant, oui, il y a aussi le chef de service régional d'aménagement du territoire. J'ai 3 de mes collègues qui sont dans la salle, qui sont également consultés pour les dossiers de visa, mais qui reçoivent également les visas qui sont dans leur région et qui retournent cela qui remontent cela au niveau de l'ANAT. Allons-y. Voilà, vous pouvez y aller directement, continuer, c'est ce que je vous disais. Donc, il y a le directeur général de l'ANAT qui reçoit la demande, et la demande qui peut également être reçue par le STRAT. Ensuite, il y a la Commission nationale de visa localisation qui donne son avis, et quand il donne l'avis, l'ANAT continue, l'ANAT peut dire c'est bon ou bien c'est pas bon par rapport à l'avis que nous avons reçu. Allons-y, non, deux slides, moi, il faut qu'on ait le temps d'interagir avec la deux slides. Non, je donne 30 secondes seulement. Ouais, d'accord. Maintenant, les demandes de visa sont assujetties au paiement de frais de visa localisation qui étaient prévus par le décret et qui sont fixés par l'arrêté qui est signé le 10 janvier. Donc, l'avant-dernier slide, allons-y. Allons-y. Oui,
Donc voilà, il y a un exemple qu'on vous donne pour montrer, parce qu'il y a un observateur national des territoires, c'est une plateforme numérique et qui a un ensemble de couches de données. Il y a les images satellites, il y a les grandes affectations de territoire du plan national d'aménagement et de développement territoire, mais il y a les infrastructures qui sont prévues par les structures de l'État. Aujourd'hui, vous pouvez cliquer, si vous faites une demande, si Khali fait une demande sur une parcelle, nous, on prend les coordonnées, on les projette, et si ça tombe sur une route, vous pouvez continuer. Là, on lui dit il y a une superposition d'occupation de l'espace, et on lui dit non. Et on a vu, par exemple, qu'il y avait des, comment dirais-je, le promoteur ignorait que, par exemple, il empiète sur des exploitations minières, qu'il empiète sur un tracé de l'ALG, addition à l'eau potable, etc., etc. Et tous ces aspects-là, l'ANAD le sort parce que l'ANAD a une base de données qu'il met à jour. Qu'elle met à jour. Allez, merci, c'est presque fini. C'est pas grave. Ça, c'était une commande de Nicolas par rapport à la contribution, mais c'est pas grave. Donc, c'est vous qui portez la responsabilité. Merci beaucoup. Merci, Khali. Merci, Président. Merci, tout le monde. Bon, tu me remercies pour un service que je t'ai pas rendu. Hein? Tu m'as forcé la main. Bon, ma sœur, tu as intérêt à ne pas dépasser 10 minutes. Hein? Alors toi, vraiment, je vais être très ferme avec toi. Donc, je sais que le ministre a bien parlé du PROCASEF ce matin. Dia aussi en a parlé à la télé, etc. C'est bon. Et puis je te connais, c'est que tu es efficace. Tu vas y aller, tu vas aller directement. Donc l'idée c'est aussi que les gens puissent réagir, parce que on a eu, parce que l'intérêt c'est aussi un peu le caractère interactif de ces échanges-là. Et on est déjà à 16h30. Je pense qu'il faut aussi pouvoir, c'est le premier jour, les gens sont fatigués, il faut pouvoir les libérer aussi. Allez, à toi ma sœur. Ok, le thème sur lequel Ndeyande et Lipar m'ont demandé de faire une communication, c'est outils de sécurisation foncière, exemple de l'enregistrement systématique des droits fonciers, le NICAD et le système d'information foncière, donc communément appelé SIF. Slide. Donc là, on a un peu le plan de présentation. Donc c'était prévu de faire une brève présentation du PROCASEF, compte tenu du fait qu'on va un peu parler de l'enrichissement systématique, pour mettre un peu les gens dans le contexte. Je pense que beaucoup sont au courant, mais bon, on n'est jamais certain. Donc, comme c'est le PROCASEF qui expérimente cette approche de sécurisation foncière, qui est l'enrichissement systématique, donc on en parlera brièvement. Ensuite, qu'est-ce que l'enrichissement systématique? C'est une question à laquelle on va essayer d'apporter des réponses. Donc, en troisième lieu, sur les opérations proprement dites d'enregistrement systématique. Donc, en 4 également, on va s'intéresser aux outils donc, qui seront utilisés ou déployés dans le cadre des opérations d'enregistrement systématique. Donc, en 5 et 6, on va parler des mécanismes de durabilité par rapport à ces outils-là et des outils d'enregistrement et leur apport peut-être dans la souveraineté alimentaire. Donc, le PROCASEF, c'est un projet qui vise un peu à renforcer les capacités de notre pays, à mettre en œuvre un cadastre au niveau national. Donc ça va permettre également d'accroître le nombre de parcelles enregistrées dans les zones. Donc on parle un peu de 138 communes. Donc sur les composantes, la première, c'est de renforcer les institutions foncières et d'investir dans les infrastructures géospatiales. On en parlera un peu dans les outils. Sur la composante 2, donc elle a plus trait à l'enregistrement systématique. Ça consiste à appuyer l'ensemble des 138 communes cibles du PROCASEF pour enregistrer systématiquement les droits fonciers. Donc sur la composante 3, promouvoir le dialogue à long terme et le développement de la formation et l'innovation. Je pense qu'en ce qui concerne les formations, récemment, donc, on a vu un peu les appels à candidature lancés pour former des jeunes Sénégalais sur les métiers du foncier. Donc, sur la composante 4, donc c'est la coordination de suivi et la gestion des connaissances. Et en 5, c'est une composante de réponse d'urgence qui n'est pas encore activée. Donc, le PROCASEF, la signature de sa convention de financement entre la Banque mondiale et l'État du Sénégal s'est passée le 25 juin 2021. Donc, le 27 août, il y a eu l'entrée en vigueur
Et le projet donc, a commencé en 2021 et se terminera en 2026. Donc pour le financement, c'est 45 milliards de francs CFA, donc répartis comme suit. 22,8 donc en crédit et 22,8 également en dons. Slide. Donc le PROCASEF est composé d'une unité de coordination donc et des partenaires de mise en œuvre, mais en haut de l'échelle, il y a le comité de pilotage. Ensuite, donc nous sommes répartis en 5 grappes pour les comités régionaux des parties prenantes, avec peut-être 5 unités régionales de mise en œuvre. Donc, slide, c'est bon, c'est fini. Tu peux directement aller sur le enregistrement. Donc, qu'est-ce que l'enregistrement systématique? Donc, c'est le fait de prendre en considération tous les statuts fonciers, toutes les parcelles, tous les détenteurs de droits à l'intérieur d'une collectivité locale. Donc, dans les approches d'enregistrement des droits fonciers, ce qu'on a l'habitude de voir, c'est l'enregistrement à la demande. Donc, dans ce cas express, l'État met en place le dispositif juridique, technique et autres. Et c'est l'usager qui se charge d'entreprendre par lui-même donc les démarches pour aller formaliser ses droits. Donc, à côté, il y a une nouveauté, donc, je le disais tout à l'heure, prônée par le PROCASEF, qui consiste à enregistrer systématiquement l'ensemble des terres. Et cette opération-là est coûteuse, elle est un peu difficile parce qu'il y a eu quand même quelques expérimentations en Afrique. Donc, elle consiste d'abord, il y a la mise en place, comme pour l'enregistrement à la demande, mais elle consiste également pour l'État ou pour la collectivité à mettre lui-même une opération spéciale d'enregistrement de tous les droits, de tous les statuts à l'intérieur d'une collectivité, de sorte qu'à la fin, chaque centimètre carré donc d'une commune, on a l'information, on a l'enregistrement dans une base de données, et s'il y a droit, le droit est donné. Slide. Donc les avantages, donc l'enregistrement systématique permet de contribuer à la réalisation d'un cadastre national. Il permet également de faire des bénéfices, une économie d'échelle. Dans les opérations peut-être individuelles, on ne peut pas se le permettre, mais dans des opérations massives d'enregistrement, donc les ressources, je pense, sont amoindries. Le temps également pour le faire est amoindri. Parce que donc en une journée, donc avec des équipes assez conséquentes, on peut vraiment travailler à l'échelle d'un village ou à l'échelle peut-être d'une zone bien déterminée. Donc ça permet également d'avoir, je l'ai dit tout à l'heure, une situation exhaustive des communes. Il facilite également le processus de formalisation et l'augmentation des bénéficiaires. Il favorise également la formation des droits des groupes vulnérables parce que c'est pris en compte dans le cadre du PROCASEF. Donc, et permet aussi la promotion de l'enrichissement des droits collectifs. Je pense que tout le monde dans la salle est au courant un peu du décret 2023-07 donc sur les droits collectifs, donc qui permet maintenant de faire une affectation au nom de plusieurs personnes physiques ou morales. Donc le risque pour ce type d'opération, c'est que le processus nécessite d'importants moyens financiers et matériels qui ne sont pas toujours à la portée des collectivités. Et le risque également, c'est la révélation d'un nombre important de conflits. C'est un risque, mais en même temps, je pense que ça permet également de régler parallèlement ces conflits-là. J'ai discuté un peu avec, la semaine passée, un spécialiste du Burundi, donc eux, ils font ce type d'enregistrement-là, qui dit que sur les opérations individuelles, ils sont à 30% de règlement de conflit. Et dans le cadre de ces opérations groupées, ils sont à 70% de règlement de conflit. Donc je pense que c'est une approche qui va permettre de régler beaucoup de difficultés sur le foncier. Donc on l'a dit, l'approche respecte les procédures décrites dans la loi. Mais avant de le faire, il y a au moins 6 activités préalables dont le PROCASEF se verse à s'occuper. Donc, il y a d'abord l'information des parties prenantes, qui sont les autorités administratives et municipales, qui sont les services techniques, les organisations de la société civile et tous les autres acteurs directs et indirects de la chaîne foncière. Il y a également la mise en place d'un dispositif et des organes d'appui à cette mise en œuvre-là, parce que c'est important, quand on fait des opérations de cette masse-là,
de mettre en place des comités techniques d'appui, de mettre en place un mécanisme de gestion des plaintes et tous ces organes qui peuvent aider un peu à faciliter ces enregistrements. Donc il y a également la mise en place d'un dispositif de dialogue multi-acteurs au niveau local. Donc le développement, ça c'est important, des capacités et de la formation des acteurs clés. Dans ce qui va être fait, il est important que tous ces acteurs-là comprennent comment le processus va se passer, ce que dit la législation foncière. Donc ça va faciliter un peu la compréhension par tous les acteurs et l'acceptation peut-être de ce processus. L'état des lieux de l'information foncière, ça aussi c'est un préalable. Dans ce qui va être développé, il sera important qu'avant même le démarrage des enquêtes foncières et autres, qu'on puisse collecter toutes les informations disponibles au niveau territorial. Donc je parle un peu du réseau hydrographique, je parle des données sur les titres fonciers, sur les titres miniers, Mme Seck en a parlé tout à l'heure, des délibérations qui ont déjà été faites. Donc, toutes ces informations-là collectées vont permettre de faire des opérations en toute sécurité. Parce qu'il ne faudrait pas également que dans ces opérations, qu'on puisse accompagner les communes à donner le droit sur des terres qui sont déjà occupées. Donc, j'ai oublié un peu les zones classées et autres. Donc, comme préalable, il y a la sensibilisation également des populations sur les opérations. Ça, je pense que ça relève un peu d'une évidence parce que tous les acteurs qui sont là savent que c'est un préalable en fait nécessaire. Slide. Sur la phase opérationnelle également, on a ces étapes-là, les enquêtes socio-foncières. Ensuite, il faut le traitement et l'intégration dans ce qu'on appelle le système d'information communal. Il y a également un processus de validation sociale qui va permettre un peu l'affichage des résultats de l'inventaire des parcelles et des statuts de l'occupation. Ça va permettre aux communautés, aux populations, un peu d'être une partie prenante dans ce processus-là et un peu les aider un peu à valider socialement ce que les opérateurs, ce que le projet, ce que les services techniques auront contribué à faire comme production de données. Donc, il y a également l'attribution du NICAT dans ce processus-là. Et ensuite, en dernier lieu, la formalisation du droit. Donc, next, non, c'est pas terminé, c'est pas terminé. Il est allé trop vite, donc j'ai été obligé de parler sans savoir, mais c'est ça. Donc, la formalisation du droit après l'attribution du NICAT. Non, il recule. Non, c'est pas de ma faute, Khali. Ouais, il revient en arrière. En arrière encore. En arrière. En arrière. Voilà, c'est bon. Maintenant, vous pouvez avancer. C'est bon. Maintenant, on va s'intéresser un peu aux outils d'enregistrement. Donc, sur les questions foncières, c'est assez sensible, c'est assez complexe. Et c'est dans ce sens-là qu'on a enfin, le PROCACEF, le projet Sensouf et le projet Delta. Donc, on combinait les efforts pour apporter donc, une réponse en fait au défaut peut-être d'outils fonciers dans les collectivités territoriales du Sénégal. Donc, il y a eu des outils qui ont été utilisés dans les projets précédents, mais il fallait les revoir, il fallait les mettre en cohérence et il fallait surtout suivant l'évolution peut-être de la législation foncière, les actualiser. Donc ces travaux-là ont été faits par ces trois projets sur les outils que sont les formulaires fonciers, donc qui sont composés des fiches de demande, des accusés de réception, des modèles de PV de commission domaniale. Donc ces outils-là servent de support pour la formulation des demandes, tant au niveau des affectations que des désaffectations. Ils permettent en même temps de gérer un peu la traçabilité dans le suivi des procédures. Slide. Donc, autre outil d'enregistrement, on parle un peu du dossier foncier et du registre foncier. Donc, il est important, ça on le dit,
Le grand problème dans nos collectivités territoriales, c'est un peu la gestion de l'information foncière. Et donc, l'article 21 du décret 72-12-88, donc sur les conditions d'affectation et désaffectation des terres du domaine national, donc devait prévoir un peu la composition du registre et du dossier foncier. Donc ça devait être fait par un arrêté interministériel du ministère de l'Intérieur, de l'équipement rural, donc du ministère chargé du plan et du ministère des Finances. Donc malheureusement cet arrêté n'a jamais été pris. Donc les communes, chacune en ce qui le concerne, a développé des outils. Mais la situation est plus criarde en fait dans les communes qui n'ont pas développé d'outils. Donc ça n'a pas aidé un peu à la bonne conservation de l'information foncière. Donc entre autres outils, il y a la charte collective également des gestions foncières annoncée par le décret 2022-2307 sur lequel ces projets-là ont travaillé et ont élaboré un modèle donc, qui sera partagé, donc qui servira un peu dans le cadre des affectations collectives à indiquer ou à organiser l'exploitation pour les bénéficiaires. Slide. Massaer, tu es presque à 15 minutes. Je vais te laisser 1 minute pour soulever le reste des outils. Après, on va quand même passer à la suite. D'accord? C'est bon. Donc, il y a également le CIF, le système d'information foncière, donc que le PROCASEF va mettre en place, donc qui sera interconnecté également à d'autres systèmes tiers. Lamine a tout à l'heure parlé du module de PAS de la GIZ, donc il y a également le système de gestion foncière de la DGID. Donc ça, c'est des choses qui seront importantes donc pour pouvoir un peu gérer l'information foncière. Il y a le NICAD également, donc qui va être utilisé dans le cadre de ces opérations-là. Mais à la différence de ce qui se faisait, le NICAD va être donné un peu avant la délibération. Donc de fait, il faut permettre aux communes de ne plus faire des délibérations et ensuite d'avoir des rejets au niveau de la demande de NICAD. Donc procéder de cette manière permettra un peu de sécuriser les délibérations qui seront faites au niveau des communes. Donc, en perspective, ce qu'il faudra, c'est institutionnaliser ces outils-là. Donc, l'autre force, c'est que tous les projets fonciers qui existent actuellement, on travaille conjointement pour apporter des réponses. Il faut également l'appropriation de ces outils-là par les structures pérennes. Donc ça, ce sont un peu les mécanismes de durabilité. La formation également des acteurs clés me semble importante parce que si on met en place des systèmes d'information foncière, donc des outils assez développés, et qu'il n'y a pas derrière la formation pour que ceux qui sont chargés de l'utiliser le fassent. Donc je pense que comme tous les autres projets passés, ces outils-là sont destinés un peu à échouer. Derrière également, il y a la garantie du financement pour la prise en charge des outils et leur vulgarisation. Les projets qui les mettent en œuvre sont appelés à disparaître tôt ou tard. Et il faut derrière qu'on puisse gérer cette situation-là, donc pour permettre le suivi et la continuité de ces outils-là. Donc, c'est la dernière, Khalid. C'est la dernière. Ça prend des lignes. Donc, pour les outils mis en rapport avec la souveraineté alimentaire, je pense qu'ils aident à la maîtrise de l'espace et permettent un peu de connaître et de gérer le potentiel agro-silvopastoral d'une zone. Et ils permettent également de gérer les informations pour les locaux et pour le secteur privé. Donc, entre peut-être une commune qui n'a pas d'informations sur son espace et une autre peut-être qui a toutes les informations nécessaires sur tout son territoire, laquelle est la mieux indiquée ou la mieux apte à faire peut-être des efforts allant dans le sens d'atteindre la souveraineté alimentaire. Je pense que c'est sur cette question dont la réponse me semble évidente que prend fin peut-être cette présentation. Merci beaucoup. Bon, je pense que certains ont plutôt applaudi ta ténacité. L'autre ont applaudi mais je comprends, je suis bien placé pour comprendre un peu ton désir de partager tout cela parce que je suis de très près ces processus. Et bon, comme on le sait, hein, le PROCASEF c'est quand même un des projets aujourd'hui les fonciers les plus importants du Sénégal. Mais je sais également que c'est un des projets qui intéresse le plus l'assistance et les gens vont réagir.